Bonjour, je vais vous parler de l'utilisation de la réalité virtuelle pour le prototypage de dispositifs de substitution sensorielle. Donc c'est une thématique sur laquelle nous travaillons depuis un moment avec Sylvain Huet et Denis Pellerin du GIPSA. Je travaille moi-même au LPNC. La substitution sensorielle, c'est un principe assez simple. Lorsque une modalité sensorielle est déficiente, typiquement la vision, l'organe déficient est remplacé par un capteur artificiel, typiquement une caméra, qui peut recueillir les informations auxquelles les personnes typiques ont généralement accès, en extraire une partie, les caractéristiques spatiales par exemple pour la vision, et les convertir dans des stimuli qui vont arriver à la personne par une autre modalité sensorielle, typiquement l'audition. Les premiers travaux datent de 40 ans, étaient très prometteurs, n'ont pas tenu tout à fait leurs promesses, puisque l'idée, c'était de remplacer l'œil. On avait donc une matrice optique qui est typiquement la rétine, remplacée par celle d'une caméra de télévision que la personne tenait en main. Et la conversion se faisait dans le dos de la personne par des stimuli tactiles qui faisaient qu'elle avait une matrice dans le dos. Donc j'ai joué ça avec mes enfants quand ils étaient petits. Vous tracez une lettre, vous tracez un chiffre, vous tracez un cœur sur le dos de la personne et elle est capable de la reconnaître. Donc on se disait qu'en portant un gilet tactile, les aveugles, avec leur caméra de télévision en main, allaient avoir en direct un accès à toute la scène. Alors c'est sur ce modèle que nous avons fait les premiers travaux. On a utilisé des caméras plus modernes, la Kinect qui est utilisée dans les jeux de Wii, qui produit une carte de profondeur. Vous voyez, ce mur est plus proche, donc il est plus blanc. Le fond est plus éloigné, donc il est plus noir. Et on extrait un certain nombre de pixels et on va les convertir dans une autre modalité sensorielle qui n'était pas tactile, c'était sonore. Donc la distance, si vous voulez, la profondeur était traduite en intensité sonore. On avait la stéréo qui vous permettait d'entendre si l'objet le plus proche était à droite ou à gauche. Et puis, si l'obstacle se trouvait au niveau de la tête, du haut de la caméra, ça y est important ce que je dis là, du haut de la caméra, le son était aigu, et sinon, le son était grave. Donc voilà à peu près ce qu'entendait la personne qui tenait sa caméra et qui se trouvait dans un couloir dans lequel il essayait de se déplacer. Alors on a montré que ça permet effectivement de se déplacer dans un labyrinthe, mais la personne est submergée par des informations. Et on est passé d'une logique matricielle à une logique focale. C'est-à-dire qu'à partir de cette matrice qui contient énormément d'informations, on va extraire ce qui est plus pertinent et on va réduire l'information qui est transmise au minimum, ce qui devrait alléger la charge cognitive. Par exemple, dans cette image de profondeur, si le but est l'évitement d'obstacles, qu'il y a une table en arrière-fond n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est l'objet qui est le plus proche, parce que c'est dans celui-là qu'on va de toute façon rencontrer. Alors, quel que soit le type de substitution sensorielle, on a toujours le même schéma. On a un capteur en entrée, on a un effecteur en sortie, et puis on a un transcodage dans lequel on a extraction de données qui sont pertinentes pour une tâche donnée. Donc typiquement, par exemple, la hauteur de l'obstacle. Et on a ensuite la synthèse du signal de sortie à partir de données qui sont accessibles par les organes des sens et qui puissent être aussi compatibles avec la charge cognitive qui est impliquée dans cette transformation. Alors on arrive ici à l'environnement virtuel. On a
on a une architecture, excusez-moi, on a une architecture qui est modulaire. On s'est rendu compte que vous pouvez changer le capteur, par exemple. La Kinect, on a pu la changer par une autre caméra plus performante. Ces caméras sont coûteuses, on n'est pas sûr que ça va marcher, etc. Et donc, l'intérêt du virtuel, c'est que, d'une part, on peut changer l'environnement dans lequel une tâche choisie est impliquée. Et on a passé d'une logique de remplacement de l'œil à une logique de tâche. C'est-à-dire que les dispositifs de substitution sensorielle qui fonctionnent actuellement dans le grand public, si je peux dire dans le grand public des non-voyants, sont des dispositifs qui ne font qu'une chose. Par exemple, ils vous disent la couleur de votre vêtement. Ça évite que les gens soient habillés de toutes les couleurs lorsqu'ils se promènent en ville. Ça peut être un pèse-personne vocalisé, etc. On se rend compte que ce qui fonctionne, ce n'est pas de remplacer l'œil, c'est d'assister dans une tâche donnée. Et donc la tâche change avec l'environnement, le capteur peut changer. Et alors l'avantage ici, c'est qu'on peut, au lieu d'acheter le capteur, on a tout le catalogue d'Internet pour choisir le capteur qui semble le plus intéressant. On rentre les spécifications du capteur et on peut ensuite faire des essais. Mieux encore, on peut prendre le capteur du futur, le capteur idéal, ou celui qui coûte très cher et qui coûtera moins cher dans 2 ans. Et on peut faire des tests avec des capteurs qui sont donc implémentés dans la réalité virtuelle. Ensuite, évidemment, il y a toute la transformation du signal, de l'extraction des métriques pertinentes et de production des métriques pertinentes du capteur vers l'effecteur. Donc, comme je disais, on choisit maintenant une problématique. Nous avons choisi ici l'atteinte de cible. C'est quelque chose qui nous a été demandé par les déficients visuels qui ont souvent besoin d'atteindre quelque chose. Ils n'ont pas envie d'avoir un dispositif de substitution visuelle toute la journée sur les oreilles, mais à certains moments clés. Et donc, évidemment, on a le smartphone actuellement, qui est un ordinateur, vous le savez, et qui permet ou qui permettra d'implémenter toutes sortes de choses. Donc, là, le virtuel nous a permis une chose très importante, c'est une dissociation des référentiels. Alors, dans le dispositif classique, c'est la caméra qui est le centre de la scène visuelle, entre guillemets. Dans un espace de capture de mouvement, on va placer des capteurs sur la personne et la scène et la personne sont complètement... les capteurs de la scène et l'intérêt de la personne sont complètement dissociés. Par exemple, lorsque l'on veut dire tu es plus ou moins près de quelque chose, tu es prêt, qui es-tu? Quel est le centre de soi-même? Si on demande à une personne de se pointer elle-même, elle ne pointe pas son nombril, qui est pourtant le centre de gravité. Elle pointe très peu ce qu'on appelle l'œil cyclopéen, qui est pourtant une grande référence en psychologie de la spatialité. Si on lui demande de toucher un montant, que l'on précise ou que l'on ne précise pas, ni trop haut ni trop bas, la personne pointe en général au niveau du torse. Donc, on peut avoir différents repères et on s'est fixé, par exemple, en termes de distance, c'est le bout du doigt. Pour une atteinte de cible, c'est le bout du doigt qui est le référentiel qui permettra, ou l'origine du référentiel qui permettra de dire c'est près ou c'est loin. Donc ça, on est vraiment fixé là-dessus. Par contre, pour le point d'origine d'un angle, est-ce que c'est plus à droite, à gauche, devant, etc. Sur le plan horizontal, ça peut être soit le coude, qui est la direction du bras, soit ça peut être le torse. Donc le référentiel est à discuter. Ça, c'est facile à changer en espace virtuel. Donc ce que je voulais dire, c'est que par exemple, les coordonnées polaires, qui sont les coordonnées classiques, on a un angle et on a une distance. T pour la cible, on a un angle et on a une distance. L'origine de l'angle et l'origine de la distance, c'est le même. Nous avons changé la chose puisqu'on se rend compte que l'origine de l'angle
elle est dans l'axe de la personne. Et l'origine de la distance, par contre, c'est le bout du doigt. Donc on a ici une métrique qui est complètement atypique par rapport au classique des référentiels, qui nous a été inspiré par la réalité virtuelle, puisqu'on a dissocié le capteur. Le centre du monde, ce n'est pas la caméra, le centre du monde, c'est la personne. Mais il y a sans doute dans une personne plusieurs centres. Et puis on va essayer de faire des métaphores qui sont les plus opérationnelles possibles, avec des compromis entre la finesse et l'abondance de l'information. Est-ce qu'il vaut mieux dire 53, 54, 55, 56 cm, ou il vaut mieux dire tu es près ou tu es loin, ou tu es très près ou tu es très loin? Donc d'autres choix aussi. Est-ce qu'il vaut mieux dire que c'est à 40 cm en hauteur et 30 cm en largeur à droite, ou il vaut mieux simplement indiquer une seule distance en 3 dimensions? La charge cognitive, mais aussi la compréhension diffèrent. Par exemple, l'horizontale et la verticale ne sont pas compris de la même façon, puisque nos récepteurs vestibulaires, par exemple, ou notre audition, ne traitent absolument pas la verticalité et l'horizontalité de la même façon. Donc voilà à peu près le dispositif dans lequel nous fonctionnons. Vous avez une personne qui est immergée dans un espace de capture de mouvement. Nous avons 27 cibles à laquelle la personne doit accéder. Celle-ci est activée et puis on va lui retourner des métriques comme l'angle 3D ou l'angle projeté, la hauteur, etc. Donc les exemples sont nombreux. Ceci, c'est juste un récapitulatif de quelques expériences que nous avons faites. Soit la cible ne réagit que lorsqu'on la touche, soit la cible est annoncée déjà par une conversion de l'angle en fréquence, soit la cible est annoncée par une relation entre la distance et l'intensité. Et on a un jeu de chaud-froid avec l'intensité qui est plus ou moins importante selon qu'on est éloigné ou rapproché de la cible. On peut combiner les deux. On voit qu'on ne gagne pas tellement en latence d'accès à la cible. En ordonnée, c'est la latence d'accès à la cible. Donc plus les valeurs sont faibles et meilleure est la rapidité d'accès. Et puis on peut aussi dissocier l'horizontale de la verticale. On voit qu'on a encore des performances qui sont meilleures. Évidemment, on a aussi des évaluations qui sont sur des échelles de Likert, des évaluations qui sont qualitatives. Les exemples sont nombreux. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment la réalité virtuelle permettait une plasticité, une modularité des différents composants en substitution sensorielle, et l'avantage que nous en avons gagné. Merci.